Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie de Victor Fleury, auteur de la trilogie de la Croisade éternelle. Aujourd'hui, on le retrouve donc pour parler de La Reine Prêtresse, le troisième volet de sa trilogie qui vient de paraître aux éditions Bragelonne. Tout à fait, le 6 octobre. Le fameux 6 octobre. Comment est venue l'idée de cette trilogie ? Alors c'était une envie de parler de plusieurs choses, et particulièrement de relations humaines. Parce que l'héroïne, en fait, elle est dans elle subit le triptyque infernal, hein, c'est-à-dire, en fait, ce livre est sur sa relation avec son père, son fils et puis ses amants. Donc tout le monde sait à quel point ça peut être complexe, hein, ces relations humaines. Et du coup, ma volonté, c'était vraiment d'aborder cette humanité, mais en l'agrémentant de magie, puisque en fait, ce qui est bien avec la fantasy, c'est qu'on peut prendre des éléments surnaturels, magiques, mystiques, et en fait venir les faire souligner les sentiments humains. C'est-à-dire que la magie, elle est jamais là pour la magie. Bien sûr, elle fait partie du décor, mais c'est aussi une façon en fait de creuser ce qui existe entre les personnages. Donc je vais pas trop m'étendre parce que le tome 1 et le tome 2 abordent déjà beaucoup ces relations, mais là on continue, hein, on est toujours sur les relations de Nisaba avec ses proches. Et finalement, en terminant cette trilogie, je me suis aperçu que c'était un livre sur la famille. Et je m'en suis aperçu, je le savais, mais disons, remuante, quoi. C'était vraiment, c'est devenu évident que l'important c'était cette femme au centre, mais pas seulement, au centre en fait d'une communauté. Et puis, donc c'est le cadre, c'est la Mésopotamie antique. Alors pourquoi la Mésopotamie antique ? C'est parce que c'est un cadre qui est exotique, qui est lointain, qui est mystérieux. C'est l'Égypte antique, mais en plus orientale, en moins connue. Et puis, la mythologie mésopotamienne, c'est un peu plus brutal. Les dieux sont féroces, ils sont humains, mais pas aussi clairs que dans la mythologie grecque, donc il y a un petit aspect mystique. Et puis aussi la civilisation mésopotamienne, ce qui est génial, c'est que ce sont des cités-États qui se battent. Et quand une cité-État conquiert d'autres cités-États, en fait, elle ne peut jamais vraiment imposer son pouvoir. C'est-à-dire, elle pourra mettre un gouverneur ou un allié du roi qui va gouverner, mais finalement, très, très vite, celui-ci va retrouver son autonomie. Donc en fait, c'est un peu toujours le bazar, la Mésopotamie, d'autant plus qu'entre les cités, c'est des grandes étendues désertiques ou même de champs cultivés, hein. Mais c'est des étendues qui ne sont pas contrôlées par le pouvoir central ou mal contrôlées, et donc c'est rapidement la sauvagerie ou en tout cas le non-contrôle qui s'installe, et pour faire des voyages entre les cités, c'est génial, quoi. On peut mettre toutes sortes de péripéties et de problèmes, et j'adore mettre des problèmes. On pense à des mercenaires, des bandits, si c'est la sauvagerie qui règne. Dans le premier tome, encore une fois, un thème qui s'est imposé, c'est le voyage, parce qu'en fait chaque tome c'est un voyage. Pareil, c'était pas vraiment prévu à l'avance, mais quand j'ai écrit le premier tome, je me suis rendu compte qu'en fait c'était l'histoire d'un voyage. C'est le prince et sa suite d'esclaves, qui sont les vrais héros de l'histoire, hein, qui partent à la guerre. Mais en fait, la guerre, vous allez à peine la voir à la fin du premier tome, parce qu'en fait, tout le premier tome, c'est le trajet de ce voyage vers la guerre. Et en fait, le voyage est presque plus dangereux, plus intéressant que la guerre, puisqu'ils doivent traverser tout un empire qui a été conquis par leur cité, mais des régions très disparates, avec des cultures exotiques, des langues diverses, et des gens qui ne sont pas très heureux d'être sous la domination de leur empire. Donc voilà. Et je vais rien spoiler, mais dans le tome 2 et également dans le tome 3, c'est à chaque fois l'histoire d'un voyage. Voilà. Et en parlant de ce tome 3, on peut avoir quelques mots sur l'intrigue, pas du tout, sans rien trop Alors dévoiler. du coup, je vais pas spoiler du tout. Je vais seulement vous dire quelles sont mes inspirations, ça vous donnera une coloration. Pour le tome 3, je me suis encore plus arrimé à la mythologie grecque, parce qu'en fait, on a un voyage notamment qui est inspiré d'un voyage de la mythologie grecque. Je ne vais pas dévoiler lequel, parce que sinon ça va empiéter sur l'intrigue. Mais c'est une relecture de ce mythe, en fait. Mais bien sûr, comme toutes les relectures que je fais, j'aime en fait ne pas marcher dans les clous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez reconnaître le mythe, mais rien ne se passe comme prévu. Et c'est un voyage. Et pour le coup, c'est un voyage sombre. C'est-à-dire que l'accent est beaucoup plus noir, désespéré que dans les autres tomes. Mais au fond de la lumière, du tunnel, il y a toujours la lumière.
Donc on s'accroche à ça. Et puis je pense aussi que c'est un roman de la maturité. Alors de la maturité de l'auteur, j'oserais pas m'avancer, mais de la maturité du personnage, ça c'est sûr. C'est que en fait, moi ce que j'aime bien avec les personnages, et je pense que tous les auteurs le font, enfin essayent de le faire, c'est que le personnage change. Et là en fait, j'aime beaucoup ce que j'ai fait de Nisaba. C'est-à-dire qu'elle ressemble pas à ce qu'elle était dans le tome 1, elle ressemble pas à ce qu'elle était dans le tome 2. Voilà, c'est une autre personne, et j'en dis pas plus. D'accord. Bah d'ailleurs, la question suivante, c'était à propos de Nisaba, donc votre héroïne. Elle a quand même vu des vertes et des pas mûres. Elle semble, dans ce tome 3, ne plus avoir beaucoup de choix devant elle. Pourtant, vous lui offrez une seconde chance. Peut-être cette fameuse lumière. Est-ce que c'est ce que vous aviez prévu pour elle dès le début? En fait, au fil des tomes, elle a avancé, elle a mûri et finalement, elle a elle-même tracé son chemin. Alors oui, par contre, je prévois toujours disons, le port d'arrivée et puis les étapes cruciales du développement de l'histoire. Donc je savais exactement où allait Nisaba. Ce qui était moins évident à deviner par avance, c'était les circonvolutions qui nous mènent à la fin. Et du coup, j'ai complètement dévié de ta question. C'est-à-dire que oui, non, à propos de l'évolution de Nisaba, en fait, je pense que j'ai essayé de la faire mûrir comme on mûrit soi-même. Ou comme j'ai mûri moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est jeune, on est fougueux, on a des idéaux qui passent avant tout, on a des certitudes. Et en fait, plus on avance, et plus on se rend compte que le monde est complexe. Le monde joue selon des règles qui nous sont parfois inconnues, et presque tout le temps inconnues. Hein. Et puis surtout, tu parlais de seconde chance et de choix. En fait, on a toujours des secondes chances. Quel que soit la situation dans laquelle on est tombé, quelque part, on est toujours vivant. Donc, on a toujours la possibilité de s'extraire de la situation dans laquelle on est tombé, et ça raconte ça aussi. C'est comment on peut être victorieux dans la vie, enfin, on peut vivre, même en ayant tout raté. Voilà. C'est un beau message. Et par rapport à vos inspirations, donc vous parliez de la Mésopotamie, des différents mythes, alors peut-être Mitra. Est-ce que vous avez eu d'autres sources d'inspiration, genre des films ou des romans, des musiques peut-être aussi? Bon, la vie réelle, je dirais, parce que du coup, les relations entre personnages, forcément, on s'inspire des personnes qu'on connaît, des relations qu'on a avec elles. La mythologie grecque, énormément. En fait, j'ai commencé avec de la mythologie mésopotamienne, et en fait, le naturel est revenu au galop. La mythologie grecque s'est imposée. Alors pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'adore dans la mythologie grecque, et je l'ai retrouvé avec le film Dune, qui est sorti récemment, c'est cet aspect un peu hiératique. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte des choses, et en fait, on se prend au sérieux. Et pour moi, c'est sans prétention, mais on trouve beaucoup. Et j'adore, hein, j'adore la littérature qui fait du second degré, j'adore Terry Pratchett, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu un peu cette littérature où on se prend vraiment au sérieux, où en fait, on est face à des enjeux importants, des questions cruciales, et on n'a pas le temps de faire comme dans Marvel, s'arrêter pour faire une petite blagounette. Où on est, et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Dune, et c'est ce que certains lui reprocheront. C'est qu'en fait, on a cet aspect monolithique, tragique, hiératique, qu'on trouve beaucoup dans la mythologie grecque. C'est-à-dire que les héros de la mythologie grecque, ils sont face à leur destin, et en fait, ils ne peuvent pas énormément s'en écarter. Bah, c'est bien pour ça que la seconde chance, c'est un peu loupé, quoi. Enfin, si on pense même à Phèdre, des personnages comme... ouais, c'est ça. Enfin, tout à fait. Le destin écrase l'héroïne. La seconde ouais. chance, les choix, c'est quand même limité. Et c'est pour ça qu'il y a complètement une contradiction dans mon livre. C'est qu'à la fois, du coup, Nisaba, c'est clairement une figure de la mythologie grecque tragique, et en même temps, c'est une femme contemporaine. Donc c'est comment la vie en fait d'une femme aujourd'hui, Nisaba elle pourrait vivre aujourd'hui, elle vit dans la Mésopotamie, mais elle est humaine. Comment en fait avec cette espèce de courant tragique qui en fait est un déterminisme qui s'applique à tout le monde. Hein. Tout le monde dans nos vies, on a des poids, hein, des déterminismes qui s'appliquent à nous, et notre vie, on a l'impression parfois qu'elle est sur des rails, qu'on ne peut pas s'en détourner. C'est la même chose pour Nisaba, si ce n'est que son déterminisme, ce sont des dieux, des malédictions, et des choses qui sont un peu plus flamboyantes, un peu plus épiques. Mais voilà, malgré cet aspect d'héroïne grecque, elle a la possibilité en fait, d'agir sur son destin. Voilà. C'est une femme forte.
Alors c'est une femme forte, mais je voulais pas non plus entrer dans la caricature de la femme forte en fantasy. C'est-à-dire que, bon, la femme forte qui distribue des claques, qui pleure jamais, qui est meilleure que les hommes en tout, etc. J'y crois pas. Enfin, disons, on la retrouve dans les mauvais romans, quoi. Hein. Non, moi, et puis en fait, quand j'ai écrit Nisaba, j'ai pas pensé à une femme, hein, j'ai pensé à un être humain. En fait, pour écrire une femme, tout simplement, je me suis dit, ça doit pas être très différent de moi. Il y a quelques impératifs physiques, hein. Voilà. En plus, je connais des femmes dans ma vie, donc c'est génial. En fait, je vais pouvoir leur demander plein de trucs. Et puis, en fait, on va écrire un personnage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, une femme forte, oui, c'est sûr qu'elle est forte. Hein. Elle a un caractère, enfin, vu tout ce qu'elle a connu, elle a forcément un caractère fort. Mais elle n'est pas invulnérable. Elle est pleine de doutes, elle est rongée, en plus, vu tout ce qu'elle se prend dans la gueule, voilà, elle est forcément pas inaltérable, mais c'est un personnage fort, oui, c'est sûr. Donc avec La Reine Prêtresse, troisième tome de La Croisée d'Éternel, donc c'est de la fantasy, mais vous écrivez aussi également du steampunk. Pourquoi choisir d'écrire de l'imaginaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ça vous donne plus de liberté? Il y a des thèmes ou des sujets qui sont plus simples à aborder de cette façon? Bah, c'est ce qu'on disait sur la magie, et donc dans le steampunk, ça va être la science. C'est-à-dire qu'en fait, la science ou la magie, enfin la science merveilleuse ou la magie, en fait, est là uniquement pour porter le personnage, pour souligner des aspects qui seraient déjà présents, même s'il n'y avait pas de magie. Notamment, je vais revenir sur la relation très spéciale dans le tome 1 entre Nisaba et le prince qu'elle sert. Ils ont une malédiction qui les lie. Tout ce que le prince ressent, Nisaba le ressent, et inversement. C'est-à-dire qu'il se coupe, elle a mal, il mange, elle a l'impression de manger. Ça marche pour toutes les sensations physiques. Et cette relation qui est une malédiction, dont on va connaître l'origine à la fin du tome 1, en fait, bon, c'est clairement une façon aussi de parler d'eux. Parce que ça, c'est un spoil. C'est pas du tout un spoil. Dès le début du tome 1, on comprend qu'ils ont été ensemble, ils le sont plus, mais ils sont restés très proches. Et cette relation, elle est très forte. Et en fait, leur malédiction parle de leur relation. C'est-à-dire qu'ils sont liés, ils restent liés malgré tout ce qu'ils ont traversé et tout ce qu'ils n'ont pas traversé ensemble aussi. Et donc la magie et la science pour le steampunk, c'est ça. En fait, c'est une façon de raconter l'histoire des personnages, mais par un autre biais. D'accord. Et maintenant, alors, sur quoi travaillez-vous? Vous Alors, allez continuer à écrire dans l'univers de la Croisée d'Éternel ou vous allez partir sur totalement autre chose? Alors, la Croisade éternelle, c'était une trilogie, elle est terminée. Et puis c'était l'histoire de Nisaba surtout, et l'histoire de Nisaba est terminée. D'ailleurs, c'est un peu émouvant de mettre un point final à l'histoire, parce que tous les personnages trouvent leur port d'arrivée. Hein. Et ça, enfin, moi, j'étais super content, pas seulement parce que j'avais terminé le tome 3, mais parce que j'avais réussi à leur donner une belle fin. Enfin, une fin satisfaisante, gratifiante, enfin, quelque chose qui faisait réfléchir, et en même temps qui apportait ce que je voulais apporter au lecteur. Et donc du coup l'histoire de Nisaba elle est terminée, a priori je ne reviendrai pas dans son univers, enfin en tout cas c'est pas un projet. En revanche du coup j'ai terminé cette année à quatre mains avec un ami un livre dans le monde de l'Empire électrique. Vous savez qu'il y avait déjà deux livres, l'Empire électrique et l'Homme électrique. Je mets un point d'honneur à faire à chaque fois des livres qui ne dépendent pas d'autres livres. C'est-à-dire que en fait, ces livres sont des briques dans un univers, je construis mon univers, mais vous pouvez attaquer l'univers par n'importe quelle brique. Donc l'Empire électrique, l'Homme électrique sont indépendants, le fleuve électrique est indépendant, seulement ça se passe en Afrique. Dans ce monde Voltapunk, hein, où les machines électriques sont merveilleuses, sont partout, et où Napoléon a gagné ses guerres, donc c'est la dynastie des Bonaparte qui règne encore sur l'Europe. Et donc sur une partie de l'Afrique. Parce que moi j'ai voulu me frotter au colonialisme, et plus particulièrement au Congo. Et pour le coup, hein, c'est complètement casse-gueule comme sujet, parce que le Congo, c'est l'histoire aussi d'un génocide, de trucs affreux. Et l'Uchronie, c'est la réécriture de l'histoire. Donc il faut faire de l'Uchronie sans faire du négationnisme, et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai voulu à la fois raconter le Congo de l'époque dans toute son horreur, mais en même temps faire de l'aventure, mais en fait retourner les codes de l'aventure du roman pulp en fait, hein, la jungle, les dangers de la jungle, etc. Puisque les héros en fait sont deux agents, alors qui sont un peu spéciaux chacun, parce que il y en a un, c'est un officier noir de l'armée coloniale, donc il a un peu le cul entre deux chaises, disons, j'en dirai pas plus. Et l'autre, c'est un journaliste qui a jamais mis les pieds en Afrique,
un journaliste de salon qui s'est toujours plié aux ordres disons, du pouvoir politique, qui a écrit ce qu'on lui demandait d'écrire. Et là, il a fait une erreur, il est envoyé en Afrique. Et ces deux personnages qui sont très différents et qui sont toujours en conflit et qui sont pas noirs ou blancs, hein. Moi j'aime bien les personnages qui sont gris, sont envoyés le long du fleuve Congo parce qu'il y a des vagues de courant électrique qui déferlent de l'amont. Et en fait, ça dérange beaucoup les colonisateurs parce que du coup, ça détruit tout, ça détruit des ressources naturelles. Donc, il faut remonter le fleuve pour trouver les sources de ces vagues électriques. Et au passage, alors je dirais juste ça et après c'est terminé parce que je veux plus rien en dire. J'ai adoré écrire ce livre. L'un des personnages, c'est Rimbaud lui-même. Et du coup, avec mon camarade Vincent Longrive, qui est le co-auteur, on a réécrit Rimbaud. C'est-à-dire qu'on a pris des poèmes de Rimbaud et on s'est dit Rimbaud, qui a été trafiquant en Afrique beaucoup plus longtemps, qui a survécu par rapport au jeune âge où il est mort dans notre univers, quelle poésie il écrit. Donc on prend la poésie de Rimbaud, hop, et on la transforme. Et donc, au début des chapitres, vous avez des poèmes de Rimbaud, mais des poèmes voltaïsés. Voilà. D'accord. Et il y a une date de sortie pour ce roman ? Février 2022. D'accord. Voilà. Toujours chez Bragelonne. Toujours dans la même collection, c'est en Steam Poche. C'est les poches dorées que vous devez connaître. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi. Et on vous souhaite un bon festival. Merci, bon festival.